Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette session. Bah, Comme vous le verrez, il y a un fil rouge autour du thème cinématographique et donc comment devenir un cyberacteur résilient. Donc avec Medsys, Mimecast, Qualys, Quest et Varonis. Et donc pour commencer, on va vous présenter un petit peu le casting de cette session. Donc c'est mal poli, mais je vais commencer par moi-même. Donc Hervé Thibault, Chief Strategy Officer Medsys. J'interviens également sur des projets de transformation auprès de grands comptes. Et je passe la parole à mes camarades dans l'ordre indiqué. Donc Laurent, si tu veux bien. Ça marche, merci Hervé. Donc bonjour à tous, Laurent Ladré, je suis ingénieur avant-vente chez Mimecast depuis quelques mois. Charles, Bonjour à tous, Charles de la Gardette, je suis directeur commercial de Qualys France. Régis, Bonjour, je suis Régis Alix, architecte solution avant-vente au sein de Quest et je tiens à m'excuser pour mon apparence particulièrement artificielle, mais rendue nécessaire par un déplacement géographique actuellement. et last but not least, Mathieu. Bonjour, Mathieu Favreau, ingénieur avant-vente chez Varonis depuis quelques années. Parfait. Donc, pour commencer rapidement, hein, donc à l'affiche en 2024, vous l'avez pas manqué. Donc Nice 2, il y a eu pas mal de rebondissements. Donc on n'est pas les plus. Alors je vais pas refaire l'histoire. Et si vous avez des sujets Nice 2, on a d'autres choses qui sont enregistrées sur des podcasts notamment. Et donc pour parler, c'est bien rentré en vigueur donc le 17-18 octobre. Tout n'a pas été transposé pour les raisons que vous connaissez, hein. Voilà. En ce moment, il semblerait, on s'autorise à penser que le Parlement est un peu, enfin l'Assemblée est un peu occupée sur tout un tas de sujets, mais on n'est pas les plus en retard, hein. Effectivement, il y a que peu de pays, 4 ou 5 pays européens, Luxembourg, Croatie, et je me rappelle plus les autres, peut-être la Hongrie, je crois. Qui ont déjà tout transposé, mais assez basiquement. Donc nous, il y a un certain nombre de choses. Il y a 10 mesures, donc ça, vous les avez peut-être vues, hein, 10 mesures qui vont des choses assez génériques comme la gestion des incidents. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, on n'a rien dit, à des choses un petit peu plus précises où il est évoqué effectivement la notion de MFA, par exemple, dans la règle 10. Et puis, l'idée étant à partir de ça, effectivement, d'avoir des choses un petit peu plus opérationnelles. Donc pour ça, on a des frameworks qui vont pouvoir nous aider sur différents sujets. Donc là, j'ai essayé de vous représenter. Donc pareil, hein, vous aurez les slides, hein, comme c'est précisé dans les. Oui, ça j'ai oublié d'en parler au début. Vous avez un Q&R qui est disponible. Donc vous pouvez poser vos questions. Comme c'est un live meeting, il y a un décalage, hein, de 30 secondes à 1 minute et des cacahuètes. Donc, vous posez vos questions et je les reprendrai soit en direct, alors comme on a un timing qui est avec pas mal d'intervenants, je les reprendrai peut-être plutôt probablement à la fin pour poser les questions. On a gardé un temps exprès pour poser les questions à la fin. Donc, n'hésitez pas à utiliser la partie Q&A. Donc, comme je le disais, hein, il y a un framework. Donc, vous avez la représentation du framework un petit peu issu de Nice 2 à 4 niveaux, hein, gérer les risques de sécurité, se protéger. Pareil, je ne vais pas refaire l'histoire ici, on l'a abordé dans d'autres sujets. Donc, avec les cases de gouvernance, les cases B qui correspondent à tout un tas de pans de sécurisation, l'identité, la data, les systèmes, etc. J'ai également représenté le bon vieux guide d'hygiène informatique, qui est une base de l'ANSSI, hein, qui est une base incontournable et nécessaire. Donc là, vous avez le plan du document. Par rapport à ce que j'avais évoqué, donc l'ANSSI a fait un travail, à ma connaissance, c'est pas encore tout à fait public, mais c'est finalisé de transposition des 10 mesures en fait en 20 objectifs de sécurité. C'est ce que vous avez en bas à gauche. Donc là où on est plus précis sur effectivement l'objectif de sécurité qui va consister notamment à référencer des systèmes d'information, donc ce qu'on va appeler des. Et puis vous avez donc ça devrait être public prochainement. Et puis le framework qui est très utilisé par mes camarades, mais par tout l'écosystème de cyber, hein, qui n'est pas réservé. Alors il est à l'origine par le gouvernement américain, mais il n'est pas réservé aux solutions américaines. C'est vraiment un standard.
Donc vous avez effectivement et on se calquera dessus pour reprendre les différentes étapes. Donc vous avez les 6 étapes qui sont représentées: Govern, Identify, Protect, Detect, Respond and Recover. Donc c'est un grand classique, et je vous ai mis en dessous, donc juste en dessous, alors c'est en tout petit, mais le dernier update, justement pour illustrer que c'est pas réservé au marché américain, aux solutions américaines, depuis le 21 novembre et jusqu'au 5 décembre, donc c'est hyper récent. Il y a les traductions françaises qui sont disponibles pour le framework en version 2, le guide de ressources, et puis le guide de démarrage rapide. Donc, pour attaquer la première partie, donc je les regroupe en deux, la partie gouverner, identifier. Donc, c'est un élément essentiel. On parle en ce moment beaucoup de gouvernance de la data autour de la Gen AI notamment, mais c'est la gouvernance plus globale du système d'information. Et c'est un des objectifs, ce sont parmi les objectifs de sécurité que vous allez retrouver en premier, effectivement, dans la transposition faite par l'ANSSI. Et dedans, on retrouve une étape d'identification qui est clé, puisqu'on ne peut protéger que ce qu'on connaît. Donc, il faut l'appréhender de la manière la plus exhaustive qui soit. Il y a les ressources. Donc, les ressources, c'est les PC, les équipements réseau, tout un tas de choses. Les risques qui sont associés, les vulnérabilités qui peuvent être associées à ces ressources, les risques qu'on va avoir autour de ces vulnérabilités, c'est grave, pas grave, c'est exploité, pas exploité, etc. Et puis, les différents acteurs de la cyber-résilience, c'est-à-dire les solutions que vous avez positionnées ou les acteurs que vous avez en interne qui gèrent ces informations-là. Le principe de base, tout ce qui nous échappe à nous, au sens IT, sera de toute façon découvert par un hacker qui ne manquera pas de l'utiliser. Donc la question que je vais vous poser, c'est qu'il y a beaucoup, donc à tous, mes camarades, vous allez répondre à tour de rôle, c'est on a beaucoup de choses, donc probablement parmi les gens qui nous écoutent, vous avez du Microsoft 365 ou Business ou de l'E3 ou de l'E5, et avec tout un panel de solutions de sécurité dans le pack de licence. Pour autant, est-ce que tout est déjà dans la boîte Microsoft, ou est-ce que vos solutions ont de la valeur par rapport à ceci? Donc Alors, à toi, Régis. Merci Hervé, je vais me permettre de répondre en premier. Chez Quest, nous allons nous spécialiser sur la sécurisation de l'identité. Donc, on va proposer des solutions qui vont permettre de réorganiser notamment l'Active Directory et l'Entra ID afin de réduire leur surface d'attaque, mais également toute une série de solutions qui vont permettre d'augmenter la cyber-résilience de l'Active Directory hybride. Tu peux passer à la suite, s'il te plaît? Alors, pourquoi l'Active Directory? Tout simplement parce que c'est l'annuaire qui est encore l'annuaire principal dans le monde Microsoft, qui permet d'accéder aux ressources, aux données, aux postes de travail, qui peut se synchroniser avec l'Entra ID, donc la version cloud de l'annuaire Microsoft, et qui permet donc indirectement de donner des accès à des environnements cloud Microsoft, des applications cloud Microsoft, mais aussi des applications qui ne sont pas Microsoft et qui utilisent par exemple Entra ID comme annuaire d'authentification et éventuellement d'autorisation. Donc l'annuaire Active Directory en version on-premise ou en version hybride synchronisée avec l'Entra ID est la clé de voûte finalement de l'environnement IT et de vos environnements. Tu peux passer au suivant? Alors, si l'Active Directory vient à être compromis, voire à être détruit, à disparaître, à ne plus être utilisable, évidemment, tous ces accès deviennent invalides. Il n'y a plus de possibilité d'accéder à ces environnements-là. Alors, actuellement, et ce chiffre est connu depuis très longtemps, il y a plus de 95 millions de comptes Active Directory qui sont attaqués chaque jour. Pas forcément uniquement pour tenter d'atteindre l'intégrité de l'Active Directory, quoi que ça arrive. Il y a des malwares qui sont spécialisés dans des attaques de déstabilisation pour aller détruire l'Active Directory, mais ce n'est pas l'objectif majoritairement, c'est tout simplement pour obtenir des accès et tout simplement pouvoir augmenter les privilèges et accéder aux données qui sont la plupart du temps la véritable cible des attaquants. Tu passes à la suite? Alors, l'essentiel par rapport à l'Active Directory, c'est finalement de bien le connaître, mais surtout de bien connaître les vulnérabilités qui peuvent entraîner une attaque et une perte de l'Active Directory. Évidemment, la perte de l'Active Directory, ça va entraîner un arrêt de production forcément très important, puisque tout l'environnement va être inaccessible, avec bien entendu la couverture médiatique, la perte d'images, la perte des données, la perte financière qui peut être entraînée par tout ceci, et par la remise en route de l'environnement, les amendes éventuellement liées au framework juridique et autres. Donc,
évidemment, connaître les vulnérabilités de l'Active Directory et connaître l'AD correctement, et l'Entra ID bien sûr, eh bien c'est très important pour estimer, comme le disait Hervé tout à l'heure, la probabilité d'une attaque au travers d'un vecteur possible, et surtout la gravité de cette attaque, donc par rapport à ce même vecteur. Tu passes à la suite ? Alors chez Quest, on propose notamment une solution Security Guardian qui va permettre de faire cet assessment de sécurité de l'Active Directory et de l'Entra ID. Cette solution va en fait chercher les vulnérabilités, les paramétrages à risque de l'AD et d'Entra ID, de façon tout simplement à vous mettre en évidence ces paramétrages, à vous aider à les comprendre et à vous aider à résoudre, donc à corriger ces paramétrages à risque ou à remédier à ces paramétrages, ou dans le pire des cas, quand on ne peut vraiment pas les corriger, à tout simplement surveiller les indicateurs de compromission qui peuvent être liés à ces paramètres à risque et qui, lors d'une attaque, vont être modifiés, déclenchés et vont permettre tout simplement de surveiller, de détecter une attaque en cours. Tu peux passer à la suite ? Donc Security Guardian est une application SaaS qui va tout simplement analyser régulièrement toutes les 12 heures. Il ne s'agit pas d'un audit unique qu'on va faire à un instant T et pour lequel on va vous laisser vous débrouiller avec une liste de vulnérabilités, revenir un an plus tard pour vérifier si vous les avez corrigées. Évidemment avec le risque que beaucoup d'autres aient été créés entre-temps. Donc là, on parle bien d'une analyse régulière, une remise à jour des vulnérabilités automatiques toutes les 12 heures, et une application en mode SaaS qui permet tout simplement d'ajouter de nouvelles vulnérabilités en fonction de leur découverte par Microsoft, par le CISA, par l'ANSSI, par les différents intervenants sur ce sujet. Et je vais laisser la parole à mes confrères. Merci Régis. Donc chez nous, du côté de Mamcast, en fait, on va jouer un rôle central dans l'identification des menaces liées aux communications d'entreprise. Donc en fait, dans une console unique, on va fournir une vue exhaustive et un contrôle granulaire des menaces émergentes, non seulement sur les emails, mais aussi sur les plateformes de collaboration comme Teams, Slack, OneDrive ou bien SharePoint. Tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît. Donc là, sur ce slide, vous voyez, on s'est orienté chez Mamcast sur 3 grands piliers. D'abord, protéger vos communications, donc email et collaboration. Le deuxième, c'est protéger vos données, ce qui inclut tout ce qui est traçabilité, sauvegarde, restauration, archivage à court ou très long terme. Et le dernier pilier, c'est on va protéger l'utilisateur. Donc, on va faire de la gestion du risque humain. Derrière, il y a tout ce qui est les protocoles, par exemple, des marques, et aussi, par exemple, les mouvements de données. Nos outils permettent de surveiller et d'identifier en temps réel les comportements suspects dans les communications internes et externes. Comme ça, on peut identifier un peu plus en avance, on va dire, des vulnérabilités. Contrairement à des solutions intégrées nativement chez vos hébergeurs comme Microsoft ou Google, par exemple, chez Mamcast, on propose des capacités avancées de détection des menaces. On fait de la prévention contre le phishing, l'usurpation d'identité, on fait de l'analyse approfondie des messages, des URL, des données échangées via ces plateformes. Par exemple, un petit chiffre, il y a quand même 61% des attaques de phishing credential qui ciblent 365. Donc, c'est beaucoup. Et il y a quand même à peu près entre 10 et 12% d'emails sains, selon Microsoft, qui en vrai sont toujours malicieux ou polluants. En fait, chez Mamcast, on est fervent supporter de l'intégration de l'utilisateur au cœur de la chaîne de défense. Pourquoi ? Parce qu'on a remarqué que, on va dire, 8% des utilisateurs demandent 80% des efforts des équipes IT. Donc en fait, chez Mamcast, on a mis en place pour l'utilisateur des bannières dynamiques, leur gestion de leur quarantaine polluante, donc pas de malicieux, mais tout ce qui est newsletter, spam sans risque, on va dire, mail non désiré. Comme ça, on les aide à maîtriser leurs risques. Et ceci, ça les fait gagner en maturité cyber, tout en les impliquant dans la chaîne de défense. La sensibilisation, c'est bien, mais la sensibilisation ciblée sur chaque individu en fonction de leurs habitudes de travail, nous, on trouve que c'est mieux.
Donc on essaye de faire ça, tout ce qui est gestion du risque humain. Je passe la parole à mon collègue. Merci. Si on reprend un petit peu la question et en tout cas la genèse de Hervé au début, non, tout n'est pas dans la boîte à outils de Microsoft, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Mais pour autant, on ne peut pas sécuriser ce qu'on ne voit pas, donc ça c'est évident. Je pense que ça a été dit à la fois par Mimecast et par Quest. En revanche, on peut tenter d'avoir une visibilité un peu plus exhaustive. J'y viendrai dans les 2 slides qui viennent. Mais ce qu'on préconise aujourd'hui, et c'est pour élargir un petit peu la discussion sur comment Qualys voit les choses, il faut qu'on se pose différentes questions aujourd'hui, qui sont un peu des questions nouvelles et pas simplement comment est-ce que je vais gérer mes vulnérabilités, mes assets, comment mes collaborateurs vont réfléchir à ce risque cyber. Et par exemple, ça peut passer par une communication à un niveau qui est différent du niveau juste IT. Est-ce que je communique correctement avec mes collaborateurs et avec ma direction sur pourquoi j'ai investi dans des solutions de cyber? Ça peut être aussi tout ce qui est un peu move to cloud, ça va être le gros sujet des prochaines années, CSPM, etc. Est-ce que j'y suis préparé? Est-ce que je sais aujourd'hui quelles sont mes machines qui sont dans le cloud versus les autres? Ça peut être également, est-ce que je sais calculer mon risque et surtout l'investissement qui a été fait en fonction du risque, l'investissement financier bien sûr, hein, qui a été fait en fonction de l'investissement et de l'impact que ça va avoir sur mon infrastructure. C'est tout un tas de questions qui viennent élargir un débat qui pourrait être uniquement technique, mais qui ne doit pas l'être à 100%. Slide suivante, s'il te plaît. Pour ce faire, alors là, il va y avoir beaucoup d'acronymes et je vous épargne encore une fois tous ces acronymes. La partie sur l'identification et la gouvernance, c'est, encore une fois, je ne peux pas sécuriser ce que je ne vois pas, mais je peux en tout cas essayer d'avoir la vision la plus exhaustive de tout ce que j'ai, que ce soit des assets qui sont dans le cloud, on-premise, des serveurs, des équipements réseau, des postes de travail, des imprimantes dans un coin de bureau, etc. Essayer d'avoir la visibilité la plus exhaustive possible pour, en cas d'attaque, au moins déjà savoir cartographier et répertorier tout ce qu'il y a dans un environnement. C'est ce qui correspond ici sur cette slide-là à la première partie qui est la gestion des assets. J'y viens juste après dans la slide suivante. S'il te plaît, Hervé, pardon. Merci. On a un outil d'asset management qui vient en fait être la première brique de tout ça, qui va vous donner cette visibilité tant convoitée et désirée, qui ne sera jamais complète. Hein. Je pense que ça fait partie du risque zéro. Ça n'existe pas. En revanche, on peut vraiment avoir quelque chose d'assez complet. Qualys permet d'avoir cette visibilité et de découvrir tous les assets, encore une fois, tout ce qui peut exister sur un réseau, que ce soit managé ou non managé d'ailleurs, qui pourrait permettre d'avoir aussi une visibilité accrue sur des acteurs qui viennent en fait automatiquement fouiller ce qui a été un jour chez vous. Un Wi-Fi guest qui est resté ouvert, bah, ça reste une faille tout à fait probable. Une fois que cette visibilité est faite, on complète en fait, on enrichit ces actifs avec des données qui sont des données purement chez vous, c'est-à-dire des risques métiers, des risques business. Vous rajoutez des choses à votre environnement et à ce type de machine, vous les classez avec des tags qui peuvent être des tags Microsoft, qui peuvent être des tags avec des vulnérabilités bien précises, avec des ports ouverts, etc., pour avoir une cartographie complète. Et ensuite, on est capable sur les machines de savoir les end of life, les end of support, les softwares qui sont installés mais qui ne devraient pas l'être, pour en fait, encore une fois, avoir une politique et une gestion de vos assets et de vos risques qui est la plus efficace possible. Alors, en complément de ce que mes collègues ont déjà présenté, nous, Varonis, on va s'attacher vraiment au cœur de la donnée. Alors, pour vous donner la meilleure illustration de l'utilisation de Varonis, on est principalement sur de l'Office 365, donc SharePoint, OneDrive, Teams, ainsi que sur des environnements on-prem avec des serveurs de fichiers, des NAS. On est reconnu pour notre travail sur la data, on fait ça depuis 20 ans, et on va voir comment. Slide suivante, s'il te plaît, Hervé. Donc, quand on parle de la data, on va d'abord s'intéresser à la sensibilité. On veut savoir quel type de données on manipule. Ça peut être de la donnée financière, ça peut aussi être des plans pour les industriels, et ça peut être aussi de la donnée RGPD pour le DPO. Donc, toute cette cartographie de la donnée, on va pouvoir la réaliser de manière continue, c'est-à-dire qu'on fait un premier scan et après
on met à jour, on continue cette classification. Et à cette sensibilité, on va associer la notion de permission. Parce que ce qu'on veut, c'est limiter, appliquer le principe de moindre privilège et limiter les accès aux personnes qui en ont vraiment besoin. Et pour donner plus de contexte, on va aussi monitorer l'activité. Et avec cela, on va pouvoir décliner ça dans des cas d'usage qui sont sur la slide suivante. Donc, l'idée de Varonis, évidemment, c'est de la sécurité, hein. On veut sécuriser la donnée, mais on veut aussi et surtout donner de la valeur au métier. Et en ce sens, les principes qu'on a vus juste au-dessus vont nous permettre, nous, équipes de sécu ou IT, de redonner de la valeur au métier et pas seulement d'être pas un frein, mais une espèce de gardien, devant qui passer. Typiquement, les métiers vont avoir besoin d'une vue sur leurs accréditations, c'est-à-dire qui a accès à mes dossiers, à mes projets sensibles. Ils vont avoir besoin d'une cartographie. Qu'est-ce que j'ai en asset en termes de code, de plans, comme je vous disais juste avant. Ils vont aussi avoir besoin de traçabilité. Je pensais notamment aux audits financiers. On veut savoir, qui a accès à ces données, qui a accédé effectivement. Ça fait partie, on l'a régulièrement parmi nos clients, les commissaires aux comptes qui posent des questions là-dessus. Et tout cela, ça va être autant de points de valeur qui vont nous permettre d'actionner de la sécurité au niveau informatique, mais tout en étant plus adverse. Voilà. Et on va l'appliquer sur les différents entrepôts de données. J'y reviendrai après dans la présentation. Et je vais te relaisser la main, Hervé. Alors, merci à tous. Donc, maintenant qu'on a vu effectivement comment on allait gérer les choses et comment on allait, qu'est-ce qu'on allait gérer, il s'agit maintenant de les protéger. Donc, les protéger, il va y avoir deux aspects, hein. C'est un mode proactif où je vais renforcer les défenses pour éviter l'attaque. Et puis, il va y avoir le mode réactif sur la détection qui va être de dire, l'attaque, de toute façon, elle finit toujours, c'est Régis qui l'avait évoqué, enfin, tous, on en est conscient, hein, ça finit toujours par un cyberattaquant qui est extrêmement motivé, il arrive de toute façon à rentrer, quel que soit le chemin qu'il va choisir. Et donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre effectivement pour détecter la survenue d'un incident? Donc, à toi, Régis. Alors, en ce qui nous concerne chez Quest, on va effectivement, avec la solution Quest, détecter tout ce qui se passe au niveau toujours de l'identité, donc de l'Active Directory et de l'Entra ID. Alors, détecter ce qui s'y passe et rechercher des événements particuliers, c'est quelque chose évidemment que de nombreuses solutions peuvent faire. Par contre, savoir ce qu'il faut chercher dans l'événementiel qui est détecté, ça c'est beaucoup plus pointu, dans la mesure où les événements à détecter sont extrêmement techniques et ces événements sont souvent difficiles à comprendre, difficiles à centraliser, puisque l'Active Directory notamment est un système distribué. Donc la solution Quest va en fait tout simplement générer ses propres événements de détection, centraliser ces événements à la fois pour l'Active Directory et pour l'Entra ID. Pour ce dernier, évidemment, ce n'est pas la solution Quest qui génère des événements, on récupère les événements générés par Microsoft, mais on va consolider l'ensemble des événements AD générés par Quest et Entra ID générés par Microsoft et analyser le contenu de ces événements pour rechercher dans l'ensemble de ces événements, évidemment fort nombreux, ceux qui peuvent potentiellement poser problème. Tu peux passer à la suite ? Alors voilà quelques exemples de suggestions d'alerte. Évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive, mais on va détecter tout ce qui est réplication irrégulière de l'Active Directory, donc qui peuvent être des attaques de type DC Shadow ou DC Sync, donc des personnes qui vont tout simplement absorber l'Active Directory pour tenter des attaques offline, brute force, sans être connecté. On va également être capable de détecter des requêtes de reconnaissance. Toutes les attaques commencent par une phase de reconnaissance. L'attaquant est rentré via du phishing par exemple, et puis il va regarder autour de lui pour voir ce qu'il y a éventuellement à capturer. On va également détecter tout ce qui est utilisation de protocoles d'authentification non sécurisés ou encore des protocoles d'authentification qui sont contournés avec des attaques de type Golden Ticket, Kerberos par exemple. On va être capable de détecter des utilisations de comptes non classiques, par exemple un compte de service qui serait utilisé en dehors de son périmètre des serveurs sur lequel il est censé tourner.
bien sûr, on sera capable de détecter les modifications des groupes sensibles, ça c'est le plus évident qu'on peut imaginer. Tu peux passer à la suite? On va détecter les modifications de permission qui permettraient d'ailleurs d'engager une attaque de type DC Sync. On va détecter les ajouts de Service Principals qui sont une vulnérabilité qui permet en fait à un compte qui devient compte de service par l'ajout de cette notion de SPN, Service Principal Name. Et le fait qu'un compte soit compte de service permet de l'attaquer relativement facilement et de pouvoir capturer son mot de passe très facilement, sans être un attaquant chevronné et avec des outils très simples. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller détecter tout ce qui se passe dans l'AD et de mettre en évidence et de vous alerter sur les événements dangereux. Mais en plus de ça, tout à l'heure Hervé en parlait, il n'y a pas que la détection qui est importante, il faut aussi bien entendu protéger les objets. Tu peux passer à la suite? Donc on va protéger les objets d'identité en empêchant des opérations dangereuses d'avoir lieu sur l'Active Directory. Donc on va pouvoir protéger la base NTDS elle-même, on va pouvoir protéger les groupes les plus sensibles, les GPO, pour éviter tout simplement qu'un attaquant puisse utiliser ces objets-là pour tenter de prendre la main sur l'Active Directory. Donc la solution Quest va réellement bloquer ces opérations. Il ne s'agit pas d'un retour arrière automatique ou d'une annulation d'opérations, c'est bel et bien un blocage de ces opérations, donc avec tout simplement un ajout de niveau de permission supplémentaire et de conditions d'exécution des opérations à haut privilège par rapport à l'Active Directory. Et je laisse la parole à mes confrères. Merci Régis. Alors du côté de Mimecast, en fait, nous, on est né en 2003 avec une vision cloud. C'est-à-dire qu'en fait, on a bâti notre propre cloud en 2003. Donc on a un hébergement souverain, on va dire, dans nos propres data centers en Allemagne pour l'Europe. Ce qu'il faut rappeler que Mimecast, c'est une entreprise européenne. C'est quand même important de le savoir. Et donc, en fait, on a compris assez tôt qu'il fallait se concentrer sur les tactiques et les techniques d'attaque pour enrichir et développer nos moteurs de détection. Donc, la Threat Intelligence de Mimecast, elle est bâtie sur les 40 milliards d'emails que nous analysons tous les mois. Et comme ça nous permet d'avoir une vision un peu plus exhaustive et surtout à jour du paysage des menaces. Les indicateurs de compromission que nous détectons sur nos 42 000 clients à l'échelle mondiale est également un gros différenciateur. Nous, ce qu'on va essayer, c'est on va essayer de détecter, on va dire, les signaux faibles. Vous voyez à l'écran, vous avez tous les différents moteurs par où passe un email, par exemple. Et donc, en fait, on va renforcer ces mécanismes de protection et de détection avec des solutions avancées de filtrage, d'analyse pour prévenir les attaques de phishing, les ransomware, les compromissions d'email, les usurpations d'identité. On a plusieurs moteurs de détection qui sont basés sur du machine learning. Si tu passes à la slide suivante, s'il te plaît, vous pouvez voir sur ce petit slide, voilà, partout il y a marqué IA, c'est ça. Donc en fait, on va utiliser le machine learning pour nous aider à être en capacité d'éviter le plus possible les faux positifs, d'apprendre et de s'adapter au contexte de l'entreprise. Donc tout ce qui est inspection des pièces jointes, sandboxing d'URL, vol d'identité, analyse du contenu des emails en entrant, en sortant en interne. Important aussi à préciser. Tout ce qui est business email compromise, inspection. Par exemple, on fait, vous voyez sur le petit plan de métro là, ça c'est tous les moteurs par lesquels un mail peut passer et qui est délivré. Donc on fait tout ce qui est bien sûr anti-spoofing, IP réputation, les authentifications DNS avec les 3 gros protocoles du moment, SPF, DKIM, DMARC, en ajoutant BIMI. On fait de l'inspection des pièces jointes avec 3 moteurs anti-malware différents, le nôtre plus 2 de partenaires. On réécrit toutes les URL, elles sont inspectées en temps réel à la réception, mais aussi au clic. Parce que si vous recevez un email et vous cliquez sur le lien de URL, je ne sais pas, 10 minutes après, le lien derrière, il peut avoir changé. Et donc, on fait de l'inspection en temps réel. On fait de la mise en sandbox, bien sûr. Il y a du browser isolation aussi pour aller encore plus loin.
On analyse tout ce qui est QR code, logo, et il y a tout ce qui est remédiation automatique et manuelle également. Je laisse la parole à mon collègue Charles. Merci Laurent. Alors aujourd'hui on parle et Qualys est connu pour ça, pour de la gestion de vulnérabilité au sens large du terme, mais aujourd'hui on parle de gestion de vulnérabilité, de gestion des menaces, de gestion des failles, gestion des mauvaises configurations, mais en fait plus généralement les termes qu'on devrait utiliser c'est de la gestion du risque. Et en fait la gestion du risque elle est différente d'un acteur à un autre, que ce soit un client A, client B, ça va pas être la même gestion du risque de manière générale. C'est-à-dire en fait que pour généraliser, détecter des milliers de vulnérabilités, c'est un bon début, ça c'est certain, c'est déjà mieux que rien. Pour autant, si on les patche pas, ça sert pas à grand chose. Donc les patcher, c'est une étape significative en plus. Mais le temps qu'on aura investi dans cette phase de détection et de remédiation, en fait, ça peut être largement optimisé. Ce que va proposer Qualys aujourd'hui, c'est de rassembler des solutions pour déjà permettre d'avoir un cheminement qui est logique et qui est utilisant le même agent et sur une même plateforme. Donc en fait, on vous aide à réduire votre risque cyber, encore une fois, cette notion de risque avec une approche holistique. Donc sur les 4 étapes suivantes, on voit la découverte des assets, qui a été le thème principal de la question numéro 1 d'Hervé. La partie numéro 2, c'est historiquement ce pourquoi Qualys est connu, c'est-à-dire cette partie détection des vulnérabilités, scan de vulnérabilité, avec toute la complexité que ça prend maintenant avec des machines qui sont dans tous les sens partout, hybrides, etc. Le cloud ou on-prem, bien sûr. Et la troisième étape, c'est là où vraiment la différenciation avec d'autres acteurs de gestion de vulnérabilité s'effectue, c'est la priorisation des menaces. Et c'est là où l'intelligence et l'historique des 25 ans d'existence de Qualys intervient. J'y viendrai sur les 2 slides prochaines. La dernière étape étant la remédiation et ensuite la détection et la correction en temps réel. C'est-à-dire que le faire une fois, c'est très bien. On va appeler ça plutôt un audit. Le faire de manière continue, on va appeler ça une politique de gestion de vulnérabilité, gestion du risque. Slide suivante, s'il te plaît. Alors, hiérarchiser son risque, c'est important, c'est certain. Aujourd'hui, si on se base uniquement sur le CVE, enfin sur des scores CVSS, globalement, 80%, je crois que c'est même plus que 80%, va être considéré comme critique, c'est-à-dire criticité niveau 4 et 5. C'est-à-dire que finalement, si tout est critique, plus rien n'est critique, parce que ça voudrait dire qu'il faut aller patcher 100% des choses qu'on va découvrir. C'est pas réellement ce qu'il se passe aujourd'hui et c'est ce que Qualys essaye de mettre en lumière. Donc, nous, on enrichit nos bases de données évidemment avec cette base qui est la base historique de la gestion des vulnérabilités, avec les CVE, CVSS. Mais nous, on va l'enrichir avec des données qui sont spécifiques à l'industrie. Donc, on paye des acteurs type McAfee, FireEye, etc., pour intégrer leurs données aux nôtres, pour compléter nos données, celles de la CVE, du monde CVE, plus ses sources externes. On rajoute du contexte qui est du contexte qui est purement business chez vous. Donc, ça peut être du contexte de votre CMDB, de votre Active Directory. On rajoute des notions d'external attack surface management pour arriver en fait à un chiffre qui est un chiffre que nous, enfin un pourcentage que nous on appelle true risk. C'est un trademark, bien sûr, true risk. Mais c'est l'idée d'avoir quelque chose qui est réellement pertinent en corrélant toutes ces données pour arriver vraiment à vous. C'est-à-dire que de ce tunnel de milliers de vulnérabilités, voire de millions de vulnérabilités, on va tomber justement sur ce qui est critique à l'instant T pour vous, ce qui serait parfaitement différent peut-être du voisin. Slide suivante, s'il te plaît. Pour donner un exemple assez chiffré, ça, c'est les 2,6 milliards de vulnérabilités qu'on a trouvées l'année dernière et qui ont été analysées par Qualys sur l'ensemble de nos clients. On a découvert que 2,1 milliards de ces vulnérabilités étaient classées comme critiques, c'est-à-dire globalement 81%, donc critique étant 4 et 5. Donc finalement, ça ne veut pas dire grand-chose. Selon ce même calcul, on a trouvé 692 millions qui ont un risque faible, et sur ces 603 millions, on a 603 millions de vulnérabilités, elles avaient un exploit qui était disponible ou qu'elles étaient potentiellement exploitables, ça fait 23%. Qualys, avec cette différence true risque, c'est-à-dire on se concentre que sur ce qui compte pour nous et on a rajouté tous ces facteurs externes et ces risques métiers à ce calcul, on arrive finalement à 87 millions de vulnérabilités qui ont été classées à faible risque par le CVSS, donc, et en fait qui étaient complètement à haut risque par le true risque. C'est-à-dire qu'en fait, la façon de se concentrer sur ce qui est important a drastiquement changé en passant de 2,6 milliards à 87 millions. Je laisse la main. Mathieu. Alors,
Dans la quête de la protection de la donnée, donc on a identifié le risque tout à l'heure avec la classification, les permissions. C'était une identification. Juste après, ce qu'on veut, c'est pouvoir régler ce risque. C'est pas tout de donner des, comment dire, des feux rouges. Il faut surtout régler le problème. Et donc, via l'automatisation chez Varonis, on va pouvoir fermer toutes les permissions, que ce soit sur des sites SharePoint qui seraient trop partagés par quelqu'un qui ne serait pas forcément très au fait de toutes ces possibilités collaboratives, ou simplement sur le cycle de vie de la donnée. Je partage sur un projet à un instant T un dossier. L'année suivante, effectivement, le projet il est terminé. Eh bien, il convient de fermer les permissions. Parfois dans un très court terme, parfois plus long terme. Et Varonis, via les filtres que vous voyez ici présentés, va vous permettre de mettre une réelle gouvernance autour de comment dire, de cette protection, voilà, pour vraiment protéger ces datas. Pourquoi ça devient si important? Slide suivante, s'il te plaît, Hervé. C'est que avant, on avait cette data qui croissait constamment, mais maintenant, en plus, on a des outils natifs, et notamment Copilot, mais pas que. Typiquement, Google Desktop, qui est un outil très puissant aussi pour aller chercher de la data, qui va s'appuyer sur ces mêmes permissions qu'on a essayé de régler juste avant pour aller découvrir de la donnée. Alors, je vous donne un exemple très simple. Des utilisateurs qui avaient Copilot, qui ont tout simplement demandé à Copilot d'aller chercher dans tous les dossiers auxquels ils avaient le droit, donc des permissions qui étaient mal réglées, les salaires. C'est super efficace, c'est du cas concret, réel. Il y en a d'autres, Copilot est très très riche. Et c'est pour ça que Microsoft insiste énormément, vous le verrez sans doute dans leur communication directe, sur ces permissions. Alors les permissions, elles sont un peu partout, elles peuvent être effectivement sur les SharePoint Teams, mais pas que, sur les dossiers d'email, sur les serveurs de fichiers. Donc avec cette idée il faut régler ça pour pouvoir profiter pleinement de Copilot et sans risque. ChatGPT est un autre exemple. Et donc, en plus de pouvoir protéger au point de vue des permissions, on va aussi analyser l'activité de Copilot pour voir les prompts qui sont envoyés, les réponses, et les fichiers qui sont indexés lors des analyses Copilot. Et ça, là aussi, par rapport au métier, par rapport comment dire, à l'introduction et aux besoins réels de l'IA, donc on vient vraiment en accompagnement de cela. Une fois qu'on s'est dit ça, donc sur la donnée, on va être un petit peu plus large. On va passer à la slide suivante. Donc Varonis capte tous les événements de l'infrastructure, donc que ce soit l'AD, comment dire, les serveurs de fichiers, on peut aller prendre les DNS, les log proxy, enfin tous ces événements. On n'est pas un SIEM parce qu'on ne va pas agréger certains événements, mais on commence à s'en approcher. Une fois qu'on a tous ces événements, on va pouvoir avoir différents types de menaces, du ransomware, l'élévation de privilèges, des compromissions, et ce de manière agnostique, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'un malware, d'une signature de malware. On va pouvoir réagir sur des comportements, et mes collègues l'ont très bien dit, c'est vraiment le comportemental, les moteurs comportementaux sont vraiment essentiels aujourd'hui chez un éditeur, de détecter des signaux faibles au travers d'utilisation abusive. Par exemple, j'accède jamais aux données RH et tout d'un coup, je commence à accumuler 10 fichiers dans la journée. C'est un signal, même s'il n'y a pas de malware, de compromission. Et ça permet aussi de se prémunir contre des attaques qui viennent de l'extérieur avec des credentials. C'est-à-dire que vous pouvez être attaqué sur une faille technique, mais vous pouvez aussi être attaqué, comme ça a été le cas, je crois que c'est Free, par des credentials qui ont été capturés, qui sont disponibles sur le dark web à pas cher, et donc qui vont créer une activité légitime d'un point de vue process, d'un point de vue technique, mais d'un point de vue métier, parce qu'on a cette classification, va poser problème. Face à ce risque, on a 3 niveaux. Soit on peut mettre un script de blocage automatique. On dit, bon voilà, là je pense qu'il y a une compromission, on va bloquer le compte, comme ça on arrête la fuite. Très efficace contre les insiders, c'est-à-dire quelqu'un qui part de l'entreprise et qui commence à prendre tous les contrats commerciaux peut être bloqué via ce mécanisme.
On a une équipe, on a un service qu'on propose de SOC Data. Donc, vous avez votre SOC EDR, hein, par exemple, toute l'analyse des alertes EDR. Juste à côté, en complément, vous pouvez avoir le SOC Varonis qui va communiquer avec ce SOC EDR pour la levée de doute ou tout simplement reporter l'alerte si par exemple il y avait un SIEM en place. Et Hervé, je te relaisse la main. Donc pour cette dernière partie, donc j'ai déjà évoqué, hein, le hacker, il a réussi à rentrer. Donc en fait, ce qu'il va falloir qu'on mette en place, c'est des actions pour stopper ou au moins atténuer la portée de l'incident. Et puis potentiellement, si tout a été bloqué, hein, ce qui peut être le cas d'une attaque par ransomware, notamment pour masquer l'exfiltration de données qu'évoquait Régis tout à l'heure. Donc, comment je peux restaurer à l'état nominal ou au moins un état qui soit acceptable de mon système d'information. Alors, effectivement, Microsoft vous dit si jamais l'Active Directory a été compromis ou détruit, Microsoft a une procédure. Donc, vous dit il n'y a pas de problème pour restaurer l'Active Directory. Dès l'instant où vous avez des sauvegardes de vos contrôleurs de domaine, vous pouvez restaurer l'AD. La procédure est évidemment extrêmement longue, extrêmement complexe, extrêmement coûteuse en temps et du coup en indisponibilité. Et donc, Quest propose une solution qui va complètement automatiser cette procédure. Donc l'idée, c'est de pouvoir restaurer automatiquement, sans intervention humaine et de manière extrêmement rapide, un Active Directory, quelle que soit sa complexité, avec différentes méthodes de restauration qui sont disponibles, de façon à pouvoir en fait couvrir tous les scénarios. On peut restaurer un AD sur les machines d'origine on-premise, on peut restaurer sur d'autres machines si elles ne sont plus disponibles, on peut restaurer en environnement virtualisé isolé, on peut restaurer dans le cloud si jamais on peut imaginer une catastrophe qui ne serait pas une cyberattaque. Il n'y a pas que les cyberattaques évidemment qui peuvent provoquer une destruction, mais un data center qui brûle par exemple et les contrôleurs de domaine partent avec. Évidemment, on va pouvoir restaurer l'Active Directory dans le cloud en IaaS par exemple. Et donc la solution Quest permet de gérer ces situations. Tu peux passer à la suite ? On va également proposer une solution qui permet de faire exactement la même chose pour l'Entra ID. Alors l'Entra ID, évidemment, c'est pas sa structure qui est à risque, puisque ça, Microsoft vous la garantit, et donc Microsoft vous garantit la disponibilité du service Entra ID. Par contre, le contenu, les objets qui sont gérés dans cet annuaire, bien là, par contre, c'est votre responsabilité. Microsoft vous propose des corbeilles en cas de suppression malencontreuse de certains des objets, les utilisateurs par exemple, ou les groupes Office 365, qui passent donc en corbeille en cas de suppression et qu'on peut ressortir facilement d'une corbeille. Par contre, un exemple, les groupes de sécurité dans Entra ID n'ont pas de corbeille. Si vous supprimez un groupe de sécurité dans Entra ID, il est définitivement perdu, il est impossible de le récupérer. Et donc l'application Quest permet bien, tout simplement de sauvegarder le contenu de l'Entra ID et de restaurer y compris des objets qui seraient hard deleted, donc sortis de corbeille. Et on va pouvoir restaurer tous les objets contenus dans l'Entra ID en cas de cyberattaque ou de maladresse, ce qui arrive parfois même plus fréquemment que les cyberattaques. Tu peux passer à la suite. Alors, on a parlé de restauration PRA, donc en cas de compromission totale ou de destruction. Compromission totale dans le sens où l'Active Directory ou l'Entra ID, on peut choisir de le restaurer après une attaque, non pas parce qu'ils ont été détruits, mais parce qu'ils ont été tellement impactés par l'attaque, il y a eu tellement de modifications non souhaitées lors de cette attaque qu'on peut souhaiter revenir à un état antérieur. Mais on peut aussi être intéressé par de la restauration granulaire en cas d'erreur de manipulation. Des objets ont été modifiés, supprimés, un script a tapé un peu à côté de ce qu'il était censé faire. Eh bien, la solution Quest va pouvoir aussi restaurer des petites parties, des objets, des attributs, des parties d'arborescence, le contenu du répertoire sysvol. Tout ça peut être restauré granulairement par l'application Quest, donc dans le cas de la restauration de l'Active Directory. Tu peux passer à la suite. Donc les principaux avantages de cette solution de restauration, la flexibilité puisqu'elle permet de gérer tous les scénarios possibles, l'automatisation complète, la possibilité éventuellement de restaurer l'Active Directory sur de nouveaux systèmes, de nouvelles machines, donc propres entre guillemets, qui n'ont jamais été impactés par l'attaque, des vérifications d'intégrité des sauvegardes et de protection des sauvegardes contre une éventuelle attaque qui irait bien sûr les cibler, et évidemment le leadership et l'expérience de Quest qui travaille sur la sécurisation de l'Active Directory. On travaille sur l'AD depuis 25 ans. L'AD a 25 ans. On travaille depuis les débuts de l'AD. Et la suite, s'il te plaît. Donc voilà, je vais conclure sur cette citation que Jean-Claude Van Damme n'a jamais prononcée, mais il aurait pu, il aurait dû peut-être même.
et surtout sur le fait que Quest vous permet en fait de prendre en compte les risques sur l'identité en environnement Microsoft. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. Et je laisse la parole à Mamcast. Merci Régis. Alors, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que une solution unique ne peut pas vous protéger à 100%. Si jamais on vous dit ça, je pense qu'il faut vite partir en courant. Et donc chez Mamcast, nous on pense que voilà, la cyber c'est un sport co. Comme au rugby par exemple, on a beau avoir le meilleur joueur du monde qui s'appelle Antoine Dupont en France, c'est pas forcément pour ça qu'on va gagner. Si on ne s'entoure pas des meilleurs trois quarts, des meilleurs avants, des meilleurs demi, la probabilité de gagner est moindre. Donc, il faut qu'on s'aide avec les meilleurs. Donc, chez Mamcast, en fait, on a plus de 120 collaborations actives avec d'autres acteurs du marché. Donc là, vous voyez sur le slide, avec des acteurs de l'EDR, du CIEM, du SOAR, Firewall, Proxy, tous les outils que vous, clients, vous avez déjà en place pour vous protéger. Donc en fait, on fait des connecteurs API préconfigurés afin d'échanger gratuitement nos détections, nos IOC, nos incidents entre nous. C'est-à-dire qu'en fait, comme ça, tout le monde en profite. Si vous êtes client, je sais pas, XDR, SentinelOne, on échange nos données, c'est inclus dans notre solution, et comme ça, tous les clients SentinelOne et tous les clients Mamcast, ils sont protégés. Et nos API ouvertes, en fait, comme ça permet de couvrir tous les niveaux de maturité cyber chez les clients. Une autre chose aussi, c'est que la meilleure solution de sécurité, elle vaut rien si elle n'est pas configurée et maintenue correctement. On ne va pas prendre ça, la laisser dans un coin, ça ne marche pas. Donc, chez Mamcast, en fait, on a construit nos modèles d'intégration pour couvrir tous les besoins des clients, que ce soit du géré 100% en interne par le client, par un intégrateur MSP comme Med6 ou un MSSP. On peut répondre à ça. Pour répondre à la question sur la reprise, on va dire, d'incidents, en fait, ou la continuité, on a par exemple une solution chez Mamcast qui s'appelle Continuity, qui permet de travailler avec l'outil email, même si votre hébergeur mail vous fait défaut. Ceci directement depuis votre navigateur. On fait aussi une traçabilité complète des incidents, qui est toujours dans notre console unique, tout ce qui est suivi des URL cliqués, même après avoir forwardé des messages ou changé de device, ça marche, ça compte aussi. On a tout ce qui est, par exemple, contrairement à Microsoft fait de la rétention. Par contre, nous, on vous propose aussi de la sauvegarde et de la restauration granulairement. Et aussi tout ce qui est traçabilité et suivi des mouvements de données. Par exemple, je sais pas, qui envoie des choses vers GitHub, du G-Drive perso, ce que vous voulez. Donc, si tu passes à la slide suivante, c'est juste, je finis après. C'est juste pour faire voir, voilà, Mamcast n'est pas qu'une plateforme de sécurisation des emails. On essaye de répondre à un plus grand risque pour les clients. Je te laisse la main, Charles. Merci Laurent. Alors je vais faire assez rapide pour respecter le temps qu'on s'était donné. Pour conclure, de notre côté, on ne sera jamais protégé à 100%, ça on en est bien certain, mais on peut en revanche s'y rapprocher assez proche d'ailleurs, en mettant en fait en place une politique cyber mature et globalement complète pour pouvoir réagir rapidement et efficacement à n'importe quelle attaque, n'importe quelle faille, n'importe quelle compromission, on va dire, et dans le meilleur des mondes, peut-être avoir un coup d'avance un jour sur les hackers, ce qui pourrait être le cas. Chez Qualys, sur les 20 modules dont, encore une fois, on ne va pas parler aujourd'hui, ce n'est pas le but, mais c'est le même agent qui est déployé. Et en fait, la force de cet agent seul, c'est de pouvoir faire tout ce qui a été dit au préalable, c'est-à-dire de la gestion des assets, la gestion des vulnérabilités, la priorisation, du patching, etc., au travers du même agent. Cet agent, en plus de faire ce travail-là, c'est pas un agent, l'agent, c'est un collecteur d'informations qui va tout traiter dans notre data center.
Et cet agent, en fait, il va remonter des infos en temps réel, par exemple, d'où est la machine, d'un point de vue géographique. C'est quand même pas idiot aujourd'hui, en 2024, avec la moitié des équipes qui sont à droite à gauche. Quel type de machine, quel software est installé dessus? Est-ce que c'est autorisé par la direction? Est-ce que c'est pas autorisé par la direction? Est-ce qu'il y a des ports ouverts qui ne devraient pas l'être? Est-ce qu'il y a des failles qui ont été détectées? Et en fait, cette remontée d'informations en temps réel permet au maximum d'avoir, une visibilité, et deux, de pouvoir activer à distance des actions de remédiation. Merci. Donc, dans la phase de recovery, chez Varonis, nous, l'idée, c'est qu'on va répondre à une question essentielle des métiers, toujours. Qu'est-ce qui a été finalement volé comme information? On fait ça à partir des événements et de la classification qu'on a vus. Comme on a tous les événements, que ce soit les mails, les LAD, au 365, on sait qui a été touché, quel compte, quelle machine, et ça va nous permettre de quantifier précisément toute la donnée et les machines qui ont été touchées, donc machines touchées à réinstaller, et puis encore une fois, l'étendue du dommage, qu'on voit souvent, hein, on le voit toujours à la fin dans les, comment dire, dans les press releases, qu'on doit quantifier. On va passer à la slide suivante. On fait ça, bien évidemment sur O365, mais pas que. On vous a mis une planche ici qui regroupe tous les entrepôts de données qu'on va pouvoir monitorer. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, et ce qu'on propose, enfin, là, on a vu le framework et c'était très bien. On voit toutes les possibilités qu'on a. Mais ce qu'on propose chez Varonis avec Metis, c'est vraiment comment dire, des évaluations gratuites. On branche la sonde, ça met 1h30, et on vous rend un rapport d'audit de la cartographie de vos données et du niveau d'exposition de vos données. Comme ça, vous pouvez bâtir un plan dessus. Et encore une fois, ça va comment dire, de O365, mais aussi sur tout ce qui est AWS pour les parties digitales, tout ce qui est applicatif digital. Donc les bases de données, Snowflake, enfin, c'est très large. Et je redonne la main à Hervé. Merci à tous les quatre, hein, pour effectivement la valeur des différentes solutions sur les trois niveaux qu'on a vus. Donc, je vais juste terminer par Med6, hein, pour faire un petit peu le lien effectivement entre toutes les solutions. Donc, je vais aller rapidement, hein. On a un côté bleu, blanc, rouge auquel on tient beaucoup. Donc, là, fait partie d'Exatrust. On a le label Cyber Expert. Niveau des solutions Microsoft, donc sur laquelle, parce qu'on a bien vu, hein, ça s'appuie beaucoup sur les données qui sont dans Office 365, les environnements Microsoft au sens système, mais pas que, l'Active Directory, etc., l'Entra et tout. Donc, on a été le partenaire de l'année en cyber en 2022, et on fait partie des rares partenaires qui sont estampillés MXDR, pardon, expert. Et puis, en bas à gauche, vous avez l'ensemble des opérations qu'on peut couvrir en termes de cyber, hein, des services qu'on peut offrir. Puis à rappeler, c'est toujours intéressant quand notamment on va intervenir en récupération sur incident. On ne peut pas tout faire à distance, hein. Et une représentation sur 12 agences dans le pays qui nous permet d'avoir une proximité locale. Donc le prix du meilleur réalisateur, effectivement, on est partenaire des 4 solutions. C'était aussi l'intérêt de vous les présenter. Et donc que ce soit en vente de licence, en intégration ou en service managé de cyber, MSSP, avec différents éditeurs que vous voyez là. Pour terminer, effectivement, donc repris un petit message, hein, pour survivre à la guerre, faut devenir la guerre. Donc effectivement, si on parle de cyberguerre, donc vous avez le framework que nous on va utiliser, repris effectivement la capacité. On tourne toujours autour des mêmes choses, hein, l'anticipation, la résistance, le fait effectivement d'atténuer les incidents et puis d'améliorer le système d'information, de la résilience plus globalement du système d'information. Et puis vous le retrouvez, on a tout un tas effectivement
d'expertise chez nous, de centres qu'on va retrouver dans des centres de services, dans les MSP, dans les MSSP, etc., basés sur un certain nombre de piliers de compétences qui vont être par exemple ceux du Zero Trust. Donc vous allez retrouver de la data, vous allez retrouver du Modern Work, vous allez retrouver du réseau, qui est une activité assez récente de Metis, mais on a une filiale Nice, alors, rien à voir avec la directive européenne, mais qui fait effectivement de la supervision réseau. Et on en a terminé pour cette session. Merci beaucoup. Je n'ai pas vu de questions d'ordre général où alors, il y a des questions qui ont été répondues directement aux personnes qui ont posé des questions. Donc, je vous invite, mes camarades, à me joindre à vous joindre à moi pour le mot de la fin. Merci beaucoup à tous pour votre attention et n'hésitez pas bien sûr à contacter Metis si vous avez des questions par la suite sur nos technologies, quelles qu'elles soient. Je peux pas dire mieux, Régis. Ouais, pareil. Tu nous as tous piqué notre phrase. Donc, merci à tous les participants. Merci à Metis d'avoir organisé ça. Et puis voilà, pour plus d'infos, contactez nos collègues de Metis. N'hésitez pas. Eh ben, merci à tout le monde. Bonne fin de journée. Et puis, comme on l'avait signalé au début, hein, vous retrouverez l'enregistrement, potentiellement, effectivement, les slides qui seront disponibles et revenez vers nous pour avoir les contacts des différentes personnes si vous le souhaitez. Très bonne fin de journée et puis à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, au revoir à tout le monde.